Bonsoir à tous, madame, monsieur, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre rendez-vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h, nouvelle génération Ado Kids Night, le rendez-vous d'aventure de la night. Pipi, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 22h30 aventurier, le premier grand rendez-vous aventurier sur Ado Kids TV et notamment sur le plateau d'Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, yeah, olé, pardon. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau 22h30 aventurier. Bienvenue dans ce 14e numéro. Nous allons parler d'un nouveau navigateur, grand aventurier et grand explorateur français. Après avoir parlé de Ferdinand de Magellan, alias Magellan, ou encore d'autres grandes personnalités comme Vasco de Gama, et j'en oublie d'autres, vous n'en faites pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel aventurier. Il s'agit de Jacques Cartier. Il est né vers 1491 à Saint-Malo, où il y meurt le 1er septembre 1557. C'est un navigateur et explorateur français de Bretagne, mandaté par le roi de France François Ier. Il atteint en mai 1534 le golfe du Saint-Laurent et explore les territoires alentours, auxquels il donne le nom de Canada, tiré du mot iroquoien Kanata, qui signifie village. Il y effectue un second voyage en 1535-1536 et un troisième en 1541-1542, qui constitue l'une des premières tentatives de colonisation française des Amériques. Auteur de cartes aujourd'hui perdues et de relations et récits de ses voyages, Jacques Cartier est le premier Européen à décrire et dénommer cette région et ses habitants à une époque où les Espagnols sont déjà installés dans les îles Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale, et commence la conquête du Pérou. Les registres paroissiaux de Saint-Malo manquent de 1472 à 1494, mais une copie en est conservée aux archives départementales de Rennes. Un autre document disponible est la publication des bans de son mariage avec Catherine Desgranges,
entre guillemets, Granche, en avril 1520. Certains placent la date de sa naissance le 23 septembre 1491, d'autres placent la date de naissance et le baptême de Cartier le 31 décembre 1493, mais en raison de multiples erreurs et oublis du prêtre tenant le registre, il ne s'agit que d'une hypothèse. D'autres sources contredisent aussi cette information. Il est né dans l'une des 3 anciennes paroisses devenues communes, Saint-Malo, Saint-Servant et Paramé en 1789, qui forment depuis la fusion de 1967 l'actuelle commune de Saint-Malo. Ces 3 anciennes communes se disputent l'honneur de l'avoir vu naître, sans qu'on puisse avoir de certitude. L'hypothèse d'une naissance intramuros semble la moins fondée. Les arguments en faveur de Saint-Servant et de Paramé ne permettent pas de les départager. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les historiens considèrent Jacques Cartier comme le fils de Jamet Cartier et de Gesline ou Geseline Jansard, bien qu'aucun document d'archives ne l'atteste. S'il est bien le fils de ces derniers, il a eu 2 frères, Lucas et un autre, de prénom inconnu, né en 1494, et une sœur, Bertheline. Son testament daté du 19 mai 1541 cite une autre sœur nommée Jeanne. Selon Frédéric Joun de Longray, des Longray, il faudrait ajouter à la liste de sa fratrie un Jeanne Cartier qui a 2 enfants dont Jacques Cartier est le parrain. Au début d'avril 1520, Jacques Cartier épouse Catherine de Desgranges, fille de Jacques Desgranges, connétable de la ville de Saint-Malo, et de Françoise Dumas. Ce mariage améliore considérablement la condition sociale de l'époux, car la famille Desgranges est une des familles les plus considérables de la ville à cette époque. De cette union ne naîtra aucune descendance. Jacques Cartier a probablement fait, comme tout fils de pêcheur malouin morutier, un apprentissage de mousse et de matelot. En 1520, lors de son mariage, il est présenté dans le contrat comme Jacques Cartier, mestre pilote S. port de Saint-Malo. Aucun autre document connu n'évoque sa carrière de pilote avant les années 1530. Et dans la mesure où l'on ne connaît pas le ou les auteurs des récits relatant les voyages de Cartier, il serait vain d'y chercher quelques indices sur sa personnalité et sa carrière maritime avant 1530. Plusieurs historiens pensent qu'il a pu accompagner avant 1532 une campagne de pêche vers Terre-Neuve, car cette zone était fréquentée des pêcheurs basques et bretons. Certains suggèrent aussi qu'il a pu participer à l'un des voyages d'exploration de la côte brésilienne par les marins normands, sous pavillon diepois, étant donné que Cartier fait des fréquentes comparaisons dans ses récits de voyage entre les Amérindiens de la Nouvelle-France et ceux du Brésil, contribuant par ses récits au mythe du bon sauvage. Il connaît le portugais, intervenant à plusieurs occasions comme interprète de langue portugaise durant ses années de retraite après 1542. Par ailleurs, les Diepois ont organisé en 1508 une expédition vers le fleuve Saint-Laurent avec les capitaines Jean Cousin, Thomas Aubert et Giovanni da Verrazzano, qui ont donné au fleuve ce nom de Saint-Laurent. Pour expliquer la genèse du premier voyage de 1534 et connaître les circonstances entourant le choix de Cartier par François Ier, 2 documents postérieurs aux événements et relatant les faits de façon différente sont utilisés par les historiens. Le premier, le plus anciennement connu, est tiré de l'histoire de la Nouvelle-France de l'avocat Marc Lescarbot. Selon lui, c'est Jacques Cartier qui, en 1533, aurait proposé ses services à l'amiral de France Philippe Chabot, qui les représentera et à sa majesté et fit en sorte que le dit Cartier eut la charge. Lescarbot est le seul à donner cette version des faits,
mais il y a des arguments qui la soutiennent. En effet, Jacques Cartier avait donné le nom de l'amiral à l'île Brion, située dans le golfe du Saint-Laurent, et qui a préservé ce toponyme honorifique jusqu'à aujourd'hui. Parmi les raisons qui poussaient les chefs d'expédition à nommer un nouveau territoire, il y avait celle d'honorer les principaux maîtres d'œuvre du voyage. En 1532, alors qu'une guerre éclate entre la couronne du Portugal et les armateurs normands au large du Brésil, il est présenté à François Ier par Jean le Veneur, évêque de Saint-Malo et abbé du Mont-Saint-Michel, qui évoque des voyages que Cartier aurait déjà fait en Brésil et en Terre-Neuve, pour affirmer qu'il était à même de conduire des navires à la découverte de terres nouvelles dans le Nouveau Monde. Recevant cette commission du roi de France, il devient capitaine et pilote pour le roi, ayant charge de voyager et aller aux Terre-Neuve, passer le destroy de la baie des Chastolus, et succède ainsi à Giovanni da Verrazzano. Après seulement 20 jours de traversée, du 20 avril au 10 mai 1534, Cartier atteint Terre-Neuve avec ses 2 navires et un équipage de 61 hommes. Il explore minutieusement le golfe du Saint-Laurent à partir du 10 juin. A noter cependant que le calendrier est alors en retard de 10 jours sur le calendrier grégorien instauré en 1582, et donc un anniversaire exact du début de la traversée tomberait le 30 avril au lieu du 20, pour ne donner qu'un exemple. Le 12 juin, lors de la reconnaissance de nouveaux lieux et la dénomination de nouvelles rivières, Jacques Cartier et ses mains aperçurent, un peu à l'écart de la rivière, qu'il venait de nommer Saint-Jacques, un grand navire originaire de La Rochelle, dont l'équipage, après une longue campagne de pêche à la morue, avait perdu son chemin au milieu des nombreuses îles du golfe du Saint-Laurent. Ils allèrent à bord de ce navire pour le conduire vers un lieu plus commode pour s'orienter, qu'ils appelèrent Havre-Jacques-Cartier. Le lundi 16 juillet, Jacques Cartier et son équipage entrent en contact avec les premiers Amérindiens de la nation Micmac, au large de la baie des Chaleurs. Les jours suivants, la confiance s'installe entre les marins et les autochtones, avec échange de colifichets, couteaux, tissus contre des peaux d'animaux. Le vendredi 24 juillet, il met pied à terre à Gaspé, y plante une croix de 30 pieds, revendiquant la région pour le roi de France. La troupe des Français y rencontre les Iroquois du Saint-Laurent venus pour la pêche, qui les accueillent sans grand plaisir. Le chef amérindien, Donnacona, après protestation, finit par permettre à Cartier d'amener 2 de ses fils en France. La rentrée à Saint-Malo se fait le 5 septembre après une autre courte traversée de 21 jours. Le deuxième voyage a lieu en 1535-1536 et débute le 19 mai 1535. Cette expédition compte 3 navires, la Petite Hermine de 60 tonneaux, l'Émerillon de 40 tonneaux et la Nef qui transporte Cartier, la Grande Hermine de 120 tonneaux. 15 mois de vivres ont été prévus. Ramenés de France par Cartier, les 2 fils, ou peut-être même neveux, du chef Donnacana, Tanyoani et Domaigaya parlent maintenant français. Recourant à leur connaissance, Cartier remonte alors le cours du Saint-Laurent, découvrant qu'il navigue sur un fleuve lorsque l'eau devient douce. Le 3 septembre, il signale dans son journal de bord avoir aperçu des belugas dans le fleuve. À l'île d'Orléans, le 7 septembre, devant Stadacone, il retrouve le chef Donnacona. Le chef essaie de dissuader les Français de remonter le fleuve. Il veut s'assurer du monopole du commerce. Cartier refuse et donne congé aux 2 fils. Il ira donc en amont sans interprète. Une partie des hommes restent et construisent un fortin préparant le premier hivernage connu de Français au Canada. Cartier continue à remonter le fleuve sur l'Émerillon
dont bientôt le Tyrando interdit de poursuivre au-delà du lac Saint-Pierre. Il y ancre les Mérillons et l'équipage poursuit en barque. Le 2 octobre 1535, Jacques Cartier et ce compagnon arrivent dans la région du village iroquoien nommé Hochelaga. La nuit venue, ils se retirent tous à bord des barques. Tôt le lendemain matin, avec ses gentilshommes et 20 mariniers armés, Cartier entreprend à pied le chemin vers ce village sur une voie bien aménagée. Marchant ainsi 2 lieues, environ 8 km, ils peuvent enfin apercevoir cette bourgade palissadée de troncs d'arbres sur une colline et entourée de terres cultivées, pleines de maïs, dit blé d'Inde, ainsi qu'il décrira le paysage entourant Hochelaga. Il nommera Mont-Royal cette montagne de l'île et de la ville qui est aujourd'hui nommée Montréal. La bourgade n'a dans son rempart circulaire qu'une seule porte d'entrée, entre parenthèses sortie. On y compte une 50aine de maisons longues, communautaires. Le chef du village affirme que l'on peut continuer à remonter le fleuve vers l'ouest durant les 3 lunes et de la rivière des Outaouais se dirige vers le nord et pénétrer dans un pays où l'on trouve de l'or, qui est l'actuelle grande région de l'Abitibi. Après cette visite d'un jour, les Français rebroussent chemin et arrivent le 7 septembre 1535 à la terre et province de Canada, c'est-à-dire Stadacone, région de Québec, afin d'hiverner au mouillage à côté du fort Sainte-Croix sur la rivière du même nom. Les rapports avec les Iroquois du Saint-Laurent sont bons, malgré quelques disputes sans gravité qui ne dégénèrent jamais en violence. Cartier découvre cependant les premiers scalps de la maison de Donnacona. Il y goûte aussi le tabac qu'il apprécie guère. L'hiver de l'Amérique du Nord arrive et surprend les Français. Le fleuve gèle et empoisonne les navires. Cartier et ses hommes hivernent près de la rivière Sainte-Croix, maintenant dite rivière Saint-Charles, à Québec. Les hommes souffrent du scorbut, les Iroquois en sont aussi frappés, les Français meurent tandis que les Amérindiens s'en tirent beaucoup mieux. Cartier, épargné, découvre que les Micmacs se soignent d'une infusion de sapin baumier, l'Aneda. Il applique le traitement à ses hommes et bientôt les guérisons se multiplient. En avril, Cartier emmène Donnacona de force pour le présenter à François Ier avec ses 2 fils ou neveux et 7 autres Iroquois. Puis, profitant du dégel, il met le cap sur la France, abandonnant la petite Hermine, faute d'un équipage assez nombreux. 25 des 110 coéquipiers étaient décédés du scorbut. Après un passage par Saint-Pierre-et-Miquelon, il retourne à Saint-Malo en juillet 1536, croyant avoir exploré une partie de la côte orientale de l'Asie. Le lieu historique national Cartier-Brébeuf commémore cet hivernage de Jacques Cartier. Pour le 3e voyage de 1541-1542, Donnacona, qui a compris ce que cherchent les Français, de l'or, des gemmes, des épices, leur fait la description qu'ils veulent entendre, celle du riche royaume de Saguenay. Sur ce, François Ier, bien qu'occupé par les menaces de Charles Quint, se laisse convaincre de lancer une 3e expédition avec pour instruction, cette fois, d'implanter une colonie. L'organisation de l'expédition est confiée à Jean-François de la Roque de Roberval, un homme de cour, ce que Cartier n'est pas. Il ne sera cette fois que le second de Roberval. La colonisation et la propagation de la foi catholique deviennent leurs 2 objectifs. Donnacona meurt en France vers 1539, comme d'autres Iroquois du Saint-Laurent. D'autres y sont mariés. Aucun ne reviendra en France. Roberval prépare l'expédition armée de 5 navires, arme 5 navires, embarque du bétail, libère les prisonniers pour en faire des colons. Roberval prend du retard dans l'organisation et Cartier s'impatiente, puis il décide de s'engager sur l'océan sans l'attendre. Après une traversée calamiteuse, il arrive enfin sur le site de Stadacone en août 1541, après 5 ans d'absence.
Les retrouvailles sont chaleureuses malgré l'annonce du décès de Donald Connor. Puis les rapports se dégradent et Cartier décide de s'installer ailleurs. Et la suite, vous la saurez lors de notre prochaine émission, c'est-à-dire demain pour notre 15e numéro. Nous continuerons de parler la suite et peut-être la fin sur notre ami Jacques Cartier. En attendant, dans un instant, vous allez retrouver votre programme du 23h Mobigo, emmène-moi là où je veux, et je vous propose de rejoindre le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Besançon. Préparez-vous avec vos bonnes paires de chaussures. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez retrouver tous nos programmes de ce 21h minuit sur la plateforme YouTube Adokids TV. Excellente soirée sur Adokids TV. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Adokids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Adokids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre